Bonjour Liliane. Bonjour Rachid. Alors on va s'intéresser à ce que nous dit la presse aujourd'hui qui nous parle de ce rapport du HCP concernant le Maroc qui prend un nouveau virage migratoire. On le sait tous, le Maroc change sur tous les plans. Hier, terre de passage, aujourd'hui le Maroc devient une terre d'accueil et Express relaie les nouvelles données du HCP avec plus de 148 000 étrangers vivant aujourd'hui dans le royaume, soit plus de 76% en 10 ans. Et quand on regarde qui s'installe, une nouvelle carte apparaît. Les communautés sénégalaises et ivoiriennes sont en tête avec 18 et 17% respectivement. Viennent ensuite les Français avec 13%. Ces chiffres racontent une transition assumée depuis la stratégie nationale d'immigration et d'asile en 2013. Deux grandes vagues de régularisation ont ouvert un cadre clair, légal et humain. Et progressivement, un nouveau Maroc se dessine, un pays qui réinvente son récit démographique où l'accueil devient désormais une force. Et les Échos détaillent la transformation du profil migratoire. On ne vient plus au Maroc par hasard. 53% arrivent pour travailler, 20% pour la famille et 14% pour les études. Le HCP décrit une population jeune où 80% ont entre 15 ans et 64 ans, hautement urbaine et de plus en plus instruite. Près de 4 étrangers sur 10 ont un diplôme supérieur. Casablanca reste la première terre d'accueil, mais Marrakech et Souss-Massa, eux, explosent. Et dans le collimateur, Aziz Daouda va encore plus loin. Ces chiffres ne sont qu'un début. Avec la CAN 2025 puis la Coupe du Monde 2030, le Maroc s'apprête à entrer dans une nouvelle phase. L'attention médiatique, les infrastructures neuves, l'accueil des supporters, l'image du pays dans le monde. Tout cela va amplifier son attractivité. Le Royaume n'est plus seulement un pays stable, il devient un pôle, un carrefour où se croisent économie, diplôme, football, culture et mobilité. Et ces grands événements internationaux vont repositionner le Maroc dans l'imaginaire continental, mais surtout mondial. On va s'intéresser à présent à ce que nous dit la presse aussi, qui souligne l'urgence d'une souveraineté sanitaire africaine face à la recrudescence des épidémies. En effet, Rachid, la science avance et les traitements progressent. Et pourtant, la lutte contre les grandes pandémies vacille. Africa Press révèle que le Fonds mondial fait face à un déficit historique. 13 milliards mobilisés alors qu'il en fallait 18 pour 2027-2029. Près de 7 milliards manquent donc dans la balance. Et les causes, un recul des bailleurs traditionnels. Et dans ce brouillard budgétaire, les conséquences sont déjà écrites, 20% de réduction des dépenses dès 2026, des subventions amputées et un modèle qui bascule vers une logique d'autonomie forcée. Un paradoxe cruel, comme si la science courait mais que l'argent s'essoufflait, entraînant de force avec lui le progrès. Et pendant que les financements chutent, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, un des chercheurs à l'origine de la découverte du virus d'Ebola, à travers l'agence de presse sénégalaise, avertit que les maladies anciennes reviennent. La diphtérie explose en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest ou encore en Afrique australe. Le Mpox s'étend à des régions autrefois indemnes. La fièvre de la vallée du Rift frappe la Mauritanie et le Sénégal. Et un constat implacable, beaucoup de pays n'ont même plus la capacité de diagnostiquer certaines de ces maladies. Une maladie n'a pas besoin de passeport pour traverser une frontière, martèle-t-il. Jeune Afrique, lui, ajoute une pièce essentielle au puzzle, le climat. Le réchauffement rallonge la saison des pluies, multiplie les moustiques, accélère la circulation du paludisme. Les projections font trembler plus d'un demi-million de morts supplémentaires entre 2030 et 2049 si rien ne change. Le climat devient donc un amplificateur et dans un contexte de financement en baisse, le risque est clair, la science se perfectionne, mais la réalité, elle progresse plus vite et le dérèglement climatique pourrait devenir le plus puissant vecteur de maladies de notre siècle. Et c'est là qu'intervient notre récit, celui d'un continent qui refuse de subir. Le quid précise qu'à Dakhla, lors du premier sommet africain sur les systèmes de santé, experts et ministres ont adopté la déclaration de Dakhla, soit le fait de bâtir d'ici 2030 des systèmes de santé autonomes, équitables et résilients. Le Maroc va aussi accueillir le siège de l'Académie africaine des sciences de la santé, un écosystème de recherche, d'innovation et de formation pensé par et pour l'Afrique, avec 5 axes structurants de cette vision, la prévention, l'infrastructure, la compétence, le financement et la recherche, avec une trajectoire claire, année après année, jusqu'à la souveraineté sanitaire. Ainsi, les maladies traversent les frontières et la solidarité scientifique doit elle aussi les dépasser. Et à l'échelle mondiale, cette fois, le combat continue contre une maladie féroce, le sida.
En effet, après le recul des financements, la résurgence des maladies endémiques et les menaces climatiques, un autre front s'ouvre et il est mondial. Et aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida qui rappelle que certaines batailles ne sont pas encore gagnées. Le matin rappelle que ce que beaucoup oublient, le VIH n'a pas disparu. Aujourd'hui, plus de 40 millions de personnes vivent avec ce virus dans le monde. Et la RTBF, elle, consacre son édition aux idées fausses qui circulent encore sur le sida, des croyances qui stigmatisent, isolent parfois plus violemment que la maladie elle-même. D'ailleurs, beaucoup croient à l'existence d'un vaccin et face à cette désinformation, des bénévoles témoignent dans les rues, des médecins expliquent, des associations rappellent les fondamentaux pour se protéger de ces fléaux. C'est aussi une bataille culturelle, sociale, mais également psychologique. Et CNeWeb met en lumière l'angle le plus invisible de la lutte, la vie des femmes séropositives, celles pour qui le virus n'est pas seulement médical, mais social. Au Sénégal, l'association Aboya raconte des histoires terribles, des femmes expulsées de leur foyer après avoir annoncé la nouvelle, d'autres contraintes au silence par peur de perdre leur mariage, leur logement et surtout leur dignité. À Mayotte, selon France Info, la sensibilisation prend une forme inattendue, une dictée pour raconter le VIH, pour lire les mots d'un médecin, ceux d'une patiente, pour entendre ce qu'on ne dit jamais à voix haute. Le directeur de l'association qui est en charge de l'organisation de cet événement explique pourquoi. Les gens ont besoin de voir pour croire. Il dénonce un dépistage encore insuffisant, des personnes qui ignorent leur statut et transmettent sans le savoir. Il dit aussi la vérité de Mayotte, des patients qui prennent leurs médicaments avec le ventre vide. Alors ils écrivent, ils lisent, ils posent des mots sur ce que la société refuse encore de regarder, car parfois lutter contre la maladie, c'est d'abord lui redonner un visage. Nous sommes aujourd'hui, Myriam, le lundi 1er décembre 2025. Quel autre 1er décembre avez-vous choisi dans l'histoire ? Alors effectivement, comme je voulais le rappeler, Rachid, aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre le VIH, mais c'est aussi une journée qui rappelle une autre forme de résistance. Et je vous emmène en 1955 à Montgomery, en Alabama. Un bus avance doucement dans la ville, il fait froid, les sièges sont pleins. Et au milieu de ce quotidien banal, une femme qui va changer l'histoire, Rosa Parks, couturière de 42 ans, qui refuse de céder sa place à un passager blanc. Juste un mot, non. Un mot simple, mais un acte immense. Et depuis près d'un demi-siècle, les lois Jim Crow codifiaient la ségrégation. Pas de mariage mixte, pas de siège partagé, pas d'égalité. Et ce jour-là, ce système vacille. Rosa Parks est arrêtée, condamnée à une amende, mais la nouvelle se répand et la communauté entière se lève. Un boycott historique commence, mené par un jeune pasteur encore inconnu, Martin Luther King. Pendant 381 jours, les Noirs de Montgomery marchent, refusent les bus, tiennent bon. L'économie s'effondre, la ville tremble. Et le 13 novembre 1956, la Cour suprême déclare la ségrégation dans les transports anticonstitutionnel, un simple non qui a ouvert la voie à des millions de oui, oui à la dignité, oui à l'égalité, oui au courage, au respect et oui surtout à la justice, parce que parfois l'histoire bascule sur un simple refus. Merci beaucoup Myriam Kokaïna de nous avoir apporté donc ce nouvel éclairage et particulièrement sur cette grande dame Rosa Parks qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Merci beaucoup.